Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture qui est composé uniquement de très bonnes lectures, comme d'habitude. J'ai l'impression que vraiment 2024 aura été une année au top niveau lecture. Un coup de cœur et deux qui sont vraiment pas passés loin du coup de cœur, plus un petit graphique. C'est parti pour un nouvel update lecture. Donc aujourd'hui, ce que j'ai à vous présenter, c'est ceci. On est quand même... D'ailleurs, en voyant les livres, je me dis, mais je comprends pourquoi j'ai lu moins de livres en novembre, parce qu'en fait, j'ai lu des gros pavés. Ouais, j'ai lu des gros livres. Donc je vais commencer par le petit graphique. Je vais pas vous en dire beaucoup. J'ai lu le tome 12 de To Your Eternity de Yoshitoki Oima chez Pika Édition. Je pense que ce tome va venir clôturer un petit peu une aventure qu'on suit depuis quelques tomes avec Im, qui est donc dans cette cité où en fait il va vraiment... Im, c'est ce personnage qui est une entité en fait, qui va venir défendre une cité, et c'est vrai qu'il y passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie contre un envahisseur un peu bizarre qui vient envahir la cité. Merci. Et en fait... je décroche parce que c'est long, c'est hyper long et j'en ai un peu marre. La fin de ce tome-ci nous laisse présager qu'à partir de maintenant, on va partir sur autre chose et j'espère vivement parce que là, j'en ai un peu marre. Je vais voir où va me mener le tome 13 et après, je verrai si je continue. Je pense que c'est très difficile pour moi d'arrêter une saga, surtout quand je vois à quel point j'ai aimé le tome, les premiers tomes. Mais je ne sais pas si je continue. Je vais continuer ensuite. Alors, je vais vous présenter les lectures, pas dans l'ordre dans lequel je les ai lues, mais un petit peu dans un ordre de préférence, parce que là, pour le coup, c'est assez marqué. J'ai lu, avec Claire, on a lu Dark Matter de Blake Crouch, de Claire et Barbara, pardon, chez Gallmeister. Blake Crouch, c'est l'auteur de Wayward Pines, qui était une trilogie qui a fait un ramdam pas possible au mois de... juste avant l'été. Je vous en parle pas plus parce que vous avez déjà lu ou vu le pitch. Dans ce tome-ci, on va suivre Jason, qui se réveille un beau jour dans un endroit qu'il comprend pas. En fait, au début, il vit sa vie avec sa femme et son fils adolescent. Il est professeur de fac, je crois, en biologie ou bref, en sciences. Et il vit sa vie assez pépère. Il est heureux, oui, il est heureux. Il a une espèce de quotidien pas assez monotone en fait, et il vit cette vie avec donc dans son foyer où il est pas malheureux, mais voilà, il est dans une routine en fait. Il est dans une routine dont il a pris l'habitude, et il est marié à une femme qui est artiste peintre, enfin qui était artiste peintre et qui a fait le choix d'arrêter sa carrière pour avoir un enfant. Et pour avoir leur fils, et donc on va les suivre tous les deux, et un beau jour en fait il va se passer quelque chose dans la vie de Jason, parce que je peux pas dire Jason, je sais pas si je dis Jason, je sais pas obligée de dire Jason, je peux dire Jason, bon j'arrive pas à le dire, bon je vais dire Jason, tant pis, de Jason, qui va faire que il va y avoir un énorme bouleversement dans sa vie, et il va se retrouver, il va pas comprendre en fait, il va se retrouver sans sa femme et sans son fils, ailleurs. Et on va donc suivre cette histoire. Alors, tout comme Wayward Pines, c'était hyper addictif au niveau de la lecture, ça se lit très vite, c'est très haletant. On a très envie de moi j'avais très envie de savoir ce qui allait se passer pour ce personnage. On avait décidé de faire un découpage de 2 chapitres par jour, et mais j'aurais pu, je pense, le lire en une journée, en une journée ou en 2 jours sans problème, parce que ça se consomme comme un film en fait. Ça se consomme vraiment comme un film avec beaucoup d'action, beaucoup de rythme. C'est très, comme je vous dis, c'est très haletant. Après, comme un bon vieux film des années 90-2000, on est sur un truc hyper, ça bâme de partout, il y a des trucs partout dans tous les sens, ça explose, il y a de l'action, il y a du rebondissement, on s'arrête pas, on n'a pas le temps de se reposer. Mais, tout comme un bon vieux film de cette époque-là, on a aussi une grosse part de comportement macho de la part de notre protagoniste masculin. Et on va se retrouver avec des personnages féminins complètement insipides. Alors, dans Wayward Pines, je trouvais qu'elles étaient... avec Claire, on en parlait l'autre jour, et c'était exactement ça. Soit elles ont tout un grain, soit elles sont complètement soumises à leur homme, en mode oh, « je vais tout te passer, bien sûr, tu es tellement héroïque, tu es mon héros ». Soit, voilà, enfin, donc on n'est pas trop dans la mesure du personnage féminin, pas très construit, pas très profond. Dans celui-ci, ça m'a moins marqué que dans Wayward Pines, mais c'est quand même un peu le cas encore. Hein, on est quand même sur toujours ce personnage. Là, il y a 2 personnages féminins et on n'est pas sur des personnages hyper creusés. Bon, après, une fois qu'on le sait, ça n'empêche pas de lire, de dévorer
de dévorer le livre. En lui-même, l'intrigue, elle est hyper intéressante. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé là où l'auteur nous emmène. Voilà, faut juste garder ça en tête. C'est pas un coup de cœur, comme Wayward Pines, c'est pas un coup de cœur parce que je pense que s'il y avait eu un équilibre mieux réparti, justement, entre ces personnages féminins et ces personnages masculins, déjà, ça aurait, clairement, pour moi, ça peut pas donner un coup de cœur s'il n'y a pas cet équilibre-là. Et ensuite, il y a le fait qu'il y a toujours une espèce de distance qui est mise avec ces personnages. J'ai jamais un attachement très fort aux personnages. J'adore les suivre, mais je ne suis pas attachée à eux. Et si je ne suis pas attachée à un personnage, moi, personnellement, je sais que ça peut pas être un coup de cœur. Par contre, ça reste, comme disait Claire très justement, ça reste un très bon divertissement. Ça passe tout seul. Si vous n'arrivez pas à lire en ce moment, bah, lisez-le. Comme je vous disais, ça se consomme comme un film. C'est très, très, très prenant et ça reste quand même une très bonne lecture. J'ai lu ensuite une lecture très surprenante que j'ai reçue en service presse de la part de la maison d'édition. Ça fait 2 fois que la maison d'édition m'envoie des bouquins et à chaque fois c'est hyper bien, donc j'ai très envie de poursuivre l'aventure avec eux. J'ai reçu Dans la gueule de l'ours de James A. McLaughlin de Rue de l'Échiquier. Dans cette histoire, on va suivre un homme qui s'appelle Rice Moore on comprend très vite au début de l'histoire qu'il est un criminel en fuite et qui va se retrouver dans une réserve des Appalaches au fin fond de la Virginie. Il a été embauché en tant que garde forestier. Et en gros, il va venir... alors, il fait l'entretien de la cabane, enfin de l'habitation où il est. Il fait des agrandissements et il s'occupe de la réserve. Il s'occupe un petit peu de vérifier s'il y a personne qui vient empiéter sur les terres et tout ça. Et en même temps, lui, c'est un peu la planque parce qu'il est fugitif. Donc, et puis, il est poursuivi par des personnages pas très recommandables. Donc, vraiment, il est bien là où il est. Et en fait, un beau jour, il y a un personnage qui arrive et qui va le mener, qui lui dit viens voir, je voudrais te montrer quelque chose. Et qui l'amène devant une dépouille d'ours qui a été tuée par des braconneurs. Et je crois qu'il y a eu les pattes qui ont été coupées et la vésicule biliaire qui a été enlevée. Et en fait, c'est pour du braconnage, pour du trafic, des trucs d'herboristerie, enfin des trucs de potions chinoises horribles. Bref, voilà. En tout cas, au début, il suppute que c'est pour ça. Après, on en saura un peu plus, évidemment. Et donc, Rice, il trouve ça complètement injuste de voir cet ours qui a été tué de manière aussi terrible et surtout de manière aussi inutile. On l'a pas tué pour sa viande ou parce qu'il représentait une menace. On le tue vraiment pour rien, quoi, pour du trafic. Et il va décider d'enquêter sur qui sont ces braconneurs et qu'est-ce qu'ils viennent, dans quelle mesure ils viennent empiéter sur les terres qu'ils surveillent. C'est une lecture que j'ai trouvée hyper immersive. J'étais vraiment dans cette réserve, j'étais vraiment au fin fond de la Virginie, avec cet homme où j'étais dans le froid, je sentais, je cherchais avec lui, j'avais les odeurs, j'avais les sens qui étaient en éveil, tout en éveil dans cette histoire. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé l'écriture super intéressante, très addictive aussi, celle-ci de James A. McLaughlin. Et alors, il y a un petit truc au niveau que j'ai trouvé hyper chouette, au niveau des chapitres. Je vais essayer de pas vous... Voilà. Il y a ce symbole là. Ce symbole à chaque fois qui fait une espèce un cercle qui n'est pas fermé avec comme des barreaux. Des fois il est dans un sens et des fois il est dans l'autre. Et je trouve ça, c'est pas très original, mais j'ai trouvé ça, moi personnellement au début j'avais pas compris qu'il y avait un sens et quand j'ai compris je trouvais ça trop bien. Alors oui, ok, on l'a déjà vu, c'est pas non plus un truc de fifou dingo, mais moi j'ai trouvé ça trop chouette, vraiment j'ai surkiffé et j'ai trouvé son écriture vraiment, alors, je n'ai pas ressenti si j'ai ressenti plus d'attachement que dans le livre précédent, mais c'était pas non plus un attachement de dingue. Après, c'est narré à la première personne, ça joue aussi beaucoup. Pas les Blake Crouch, ils sont jamais à la première personne. Et voilà, j'ai un deuxième livre de cet auteur dans ma pile à lire que je lirai avec plaisir parce que j'ai trouvé ça vraiment très très immersif et j'ai beaucoup aimé. Je dois aussi souligner le fait que les livres de Rue de l'Échiquier sont d'un confort de lecture assez impressionnant, c'est-à-dire que c'est vraiment bien dosé. Ça a l'air dense, mais c'est bien dosé. Et alors, des fois, il y a des petites différences de typographie. Je ne vous dirai pas pourquoi, mais dans ce livre, il y a des différences. Et voilà, ça vient avec le petit rond que je vous expliquais tout à l'heure, dont je vous parlais. La lecture que je vais vous présenter ensuite, ça fait 1000 ans que je l'avais dans ma pile à lire. Et ça faisait encore plus 1000 ans que je l'avais commencé, puisque je l'avais commencé il y a presque un an à une session d'orchestre. Je l'avais un peu mise de côté parce que j'étais sur autre chose et puis j'appréhendais un petit peu, c'est un gros livre. Et en fait, eh bien, c'est une lecture que j'ai adorée. Je pense que c'est un petit coup de cœur.
Et en fait, j'ai très envie d'avoir la suite. Il s'agit des Larmes rouges de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu. Le premier tome s'appelle Réminiscence et en grand format, je vais vous dire chez qui il était sorti. Il était sorti chez Hors de portée, je ne sais pas. Est-ce que c'est le nom de la maison d'édition précédente? Non, les éditions du Chat Noir, voilà. Alors, dans cette histoire, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Cordelia, qui est un peu au bout du roule. Elle en peut plus, elle a des pensées hyper noires, ça va pas du tout dans sa vie. Elle vit avec son père, sa mère est décédée, et vraiment, elle est pas bien dans ses baskets, quoi. Elle a 17 ans, je pense, 19 ans. Elle a 19 ans. Elle est pas mineure. Et c'est pas innocent. C'est-à-dire que j'en parlerai après. Et donc, dans cette histoire, donc elle est pas bien, ça va pas, et ça l'amène à tenter un acte désespéré. Elle va essayer de mourir en se jetant d'un pont, il me semble. Et elle va être retenue par un personnage très particulier qui va ensuite disparaître dans la nuit. Et donc, elle va Cornelia, elle sait pas trop. Enfin, elle n'y arrive plus, elle sait plus par quel bout prendre la vie. Et en fait, son père va lui proposer de partir à la campagne. Et ils vont partir tous les deux dans cette maison de campagne où elle va essayer de se ressourcer, de se reposer, où elle est très isolée. Et ça, voilà, je pense pas que c'était la bonne idée de l'emmener là, mais bon, bref, c'est pas grave, il a tenté. Et elle va décider d'explorer les environs et elle va découvrir qu'il y a un château pas très loin. Et ce château lui dit quelque chose, elle a l'impression de connaître les lieux, elle a l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Et son propriétaire est un homme très mystérieux. Et je vais pas forcément vous en dire plus parce que je crois pas qu'il y en ait beaucoup plus qui soit dit dans la 4e de couve. Alors, il y a plein de choses que j'ai trouvées extrêmement positives dans ce bouquin. Alors, d'abord, il y a quelque chose qui pourrait paraître négatif, mais en fait, ça s'est transformé en positif. L'autrice, quand elle me l'a dédicacée, je l'avais rencontrée à Brive, elle était hyper gentille d'ailleurs, j'étais dégoûtée qu'elle soit pas à Brive cette année. Voilà, c'est la petite dédicace. Elle m'avait dit, attention, par contre, voilà, c'est un de mes premiers, je crois que c'est un de ses premiers romans, elle m'a dit, il est long au début. Donc déjà, elle avait été hyper honnête, elle m'avait prévenue. Je disais, bon d'accord, ok. Elle m'avait pas découragée de le lire, mais si j'avais eu peur des longueurs, ça m'aurait peut-être freiné. Et surtout, je trouvais que c'était hyper honnête de sa part de m'avertir. Et donc c'est vrai que y a une partie du roman qui est très lente, qui est très longue, où il y a toute la mise en place de Cordelia dans cette maison, toute la mise en place de Cordelia dans sa relation avec le personnage qui habite dans le château. Et ce point qui pourrait être négatif, s'est avéré avec le temps quelque chose d'extrêmement positif. Pourquoi ? Parce que dans ce genre de roman, dans ce type de roman, il y a souvent une rapidité de la mise en place de la relation, quelle qu'elle soit, entre les protagonistes. Et des fois, ça va trop vite. Et ça perd de la crédibilité parce qu'on se dit, ok, alors, ils se connaissent depuis environ 3 minutes et demie, et en fait, ils veulent aujourd'hui tout donner l'un pour l'autre. Mais c'est un petit peu rapide quand même. Enfin, moi, personnellement, ce serait trop rapide pour moi. Et du coup, là, ces personnages, ils avancent, ils reculent, ils avancent, ils reculent dans leur relation, mais parce qu'en fait, c'est la réalité. Enfin, ça donne vraiment une crédibilité au récit, c'est-à-dire on a plus l'impression qu'il est ancré dans notre réalité plutôt que d'avoir un truc qui part très vite. C'est du young adulte, donc ça pourrait, young adulte, il y a des passages qui sont un peu chauds quand même. Et je trouve que ça se démarque de ce type de roman, c'est du fantastique. Oui, c'est du fantastique ou de la fantaisie. J'ai comme un doute quand même. Bon, bref, c'est entre les deux. Et ça fait du bien d'avoir enfin un roman qui prend son temps. Ça, c'est la première chose que j'ai trouvé extrêmement positive. La deuxième, c'est que Cornelia a 19 ans. Cornelia n'est pas une jeune ingénue de 16 ou 17 ans, toute fraîche. Bon, à 19 ans, elle est aussi fraîche qu'à 17, mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que Cornelia a dépassé la majorité. Cornelia est majeure. Et donc, on va sortir de ce genre de schéma qu'on a dans ce type de roman, avec la jeune ingénue, toute innocente, vierge pure et encore avec les yeux de l'innocence. Alors là, évidemment, Cornelia, elle a les yeux de l'innocence, mais elle est majeure. Et ça change tout. Voilà, ça change beaucoup de choses, je trouve. Cordelia, non, Georgia Caldera, elle vient nous poser les bases d'une relation fantastique, saine. Et ça, en fait, ça fait vachement de bien. Je me suis rendu compte que des ouvrages de ce type-là, qui traitent de ce genre de sujet fantastique, avec ces relations, voilà, où très vite il peut y avoir de l'emprise.
on tombe très souvent sur des relations malsaines. Et c'est pas le cas. Donc, merci Georgia Caldera de nous proposer des récits qui posent une base beaucoup plus saine et qui du coup peut être abordable par tous et qui, moi, en tant qu'adulte de 39 ans, en train de lire ce genre de roman, me fait pas dire oh là là, mais qu'est-ce que c'est niais. Parce que justement, c'était pas niais, c'était vachement bien. Le roman, je pense le dernier quart, on part sur un autre rythme. Et là, ça commence à devenir sacrément haletant. Je dis pas que le début, les trois quarts du roman ne sont pas haletantes. C'est juste que ça pose des bases d'une relation. Donc c'est très lent. Faut juste garder ça en tête. C'est très gros, mais c'est aussi écrit très gros. Donc ça se lit très vite. Et puis ça se dévore, tout simplement. Ça se dévore. C'est une saga. Enfin, moi, je sais que le premier tome, je l'ai dévoré. J'ai trop hâte de lire la suite. C'est clair. Le dernier livre que je vais vous présenter, c'est un peu particulier, vous allez voir, parce que c'est pas un livre, c'est un livre. Enfin, il y a 4 livres dans un, et moi, j'en ai lu 2. Donc, je vais vous présenter un coup de cœur, mais ce livre-là, vous le reverrez dans d'autres updates, puisque je n'en ai qu'un, puisque c'est un intégral. J'ai lu le préquel et le premier tome de Steam Sailor de Ellie S. Green chez Gulfstream avec ce collector là, c'est une intégrale. Alors moi j'achète pas vraiment des hardbacks comme ça hyper beaux parce que je trouve ça pas très intéressant, enfin je trouve ça trop cher, sauf si vraiment par exemple je suis très fan d'un livre mais pour l'instant ça s'est pas avéré. Je l'ai pris celui-là parce que l'intégrale elle est à 35 €. Alors peut-être qu'elle a augmenté aujourd'hui, mais quand je l'ai acheté l'année dernière, elle était à 35 € et je trouve que pour une intégrale qui comprend 4 livres, c'est hyper intéressant. En plus, c'est un ouvrage qui est vraiment magnifique, qui est d'un confort de lecture assez impressionnant. Alors on est sur des pages assez denses. Donc le premier tome, il fait 200... Avec le préquel, ça fait 286 pages, mais par exemple, si c'était en version poche, ce serait un petit peu plus. Dans cette histoire, on va suivre, donc dans le préquel, on va suivre en fait l'équipage de l'Héliotrope, qui est un navire volant. Et on va suivre un petit peu comment va se constituer l'équipe de l'Héliotrope. Comment à la base, c'était en fait des enfants, des jeunes ados ou des enfants qui progressivement sont venus intégrer cet équipage et surtout comment le capitaine est devenu capitaine. Ça permet de poser vachement les bases. Alors si vous avez que la version de Steam Sailor avec les 3 tomes, je sais qu'on peut acheter le préquel. Il n'est pas très gros, hein. Le préquel il est vraiment, je sais pas, je vais vous dire combien de pages il fait. Il fait 60 pages, donc il est vraiment tout petit. Là, ça a vraiment permis de poser les bases et après, une fois que je l'ai lu, ça permettait d'avoir plein de clins d'œil. Ah ouais, ce personnage, il est comme ça parce que si, tout ça. Ça, c'était très chouette. Et ensuite, dans le premier tome, on va suivre donc d'un côté, on va suivre Prudence, qui est une jeune fille qui vit dans un village. Et dans ce village, on voit bien que... alors, elle a été d'abord à l'orphelinat, elle a été abandonnée quand elle était petite. Quand elle a été en âge d'être utile à la société, on l'a envoyée au village, genre, vas-y, rends-toi utile maintenant, ma fille. Et elle a été chez un docteur, je crois que c'est un docteur, qui lui a appris beaucoup de choses sur les plantes, sur plein de choses. Et en fait, quand il est décédé, elle a repris son rôle, mais elle a dû le faire un petit peu de manière cachée, puisque les femmes dans cet univers, on est sur un univers de fantasy type... alors c'est du steampunk, donc on est sur une ambiance style fantasy médiévale, donc avec tout ce que ça veut dire que c'est pas à l'époque médiévale, ça veut juste dire le style de la fantasy médiévale, en tout cas les mêmes codes, mais sauf qu'on a quand même toute une partie steampunk. Et donc avec tout alors il y a de la machinerie et tout ça, mais moi ça me faisait un petit peu peur, mais pour l'instant c'est pas du tout envahissant, c'est hyper naturel, c'est intégré très bien au récit. Et donc Prudence, elle doit cacher ses pouvoirs jusqu'au jour où il y a un personnage qui arrive dans son village et là c'est pas forcément marqué. Si, c'est marqué. Et donc, Prudence, je voulais vérifier, il n'y a pas grand-chose sur la 4e, mais quand même, c'est important de le savoir. Prudence va se retrouver sur l'Héliotrope avec elle va être kidnappée par l'équipage, et elle va se retrouver à vivre sur ce navire avec ses personnages. Est-ce qu'elle va y arriver? Est-ce qu'elle va pas y arriver? Et surtout, comment ça va, parce que l'intrigue, c'est pas forcément autour de ça, c'est surtout quelle est la quête de l'équipage de l'Héliotrope, où est-ce que ça va les mener, et en quoi Prudence peut les aider. C'est un livre... je ne sais pas si je vous ai dit, je l'ai lu en lecture commune avec Lucie Alu. Je vous mettrai sa chaîne, le lien vers sa chaîne YouTube en barre d'infos. C'est une lecture que j'ai aimée, surkiffée. C'est une lecture que j'ai adorée. Vraiment, c'était
il y a tout qui fonctionne en fait. C'est-à-dire qu'on est sur un roman qui pourrait être plutôt... alors le préquel il fait très jeunesse, après ça le fait moins, on est sur un roman ado, young adulte, et en fait, même si c'est ado, young adulte, on est sur un univers extrêmement riche, avec plein d'aventures, il se passe plein de choses, cet équipage il va leur arriver tout un tas d'aventures, avec tout ce côté de la piraterie, parce que c'est un navire pirate, dont je me suis rendu compte que je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup. Alors j'ai découvert que j'aimais beaucoup le côté pirate. J'avais pas forcément beaucoup lu de livres dans ce style-là, mais je me suis rendu compte que je surkiffais. Et donc voilà, il y a vraiment tout ce côté-là. Et puis c'est hyper bien construit. C'est d'une construction dingue. L'attachement au personnage est très forte tout de suite. Chaque personnage a une personnalité très marquée, qui sont très bien identifiés. Il y a des illustrations dans le bouquin. D'ailleurs, j'ai une question par rapport à l'illustration, mais je pense que j'irai la poser directement à l'autrice, la question. Et vraiment, on est sur des personnages avec une palette émotionnelle très riche, où vraiment, ils sont pas lambda, quoi. Ils n'ont pas une émotion A ou B. Voilà, ils sont quand même assez riches, assez complets. Et avec ce personnage de Prudence qui est très très attachant, ce petit moineau qui est là perdu au milieu de ce navire, et on se demande bien qu'est-ce qu'elle vient faire là, et qu'est-ce que l'avenir va lui réserver. J'ai terminé ce livre dimanche, le premier livre, hein. J'ai terminé le premier livre dimanche, d'ailleurs on voit bien la séparation, hop, elle est là, et là on a le deuxième tome, et après on a le troisième tome. Si je ne vous montre pas le bouquin, vous ne le verrez pas, ça c'est le deuxième, et ça c'est le troisième. Et en fait j'ai pensé à ce livre toute la journée hier. Toute la journée, je me suis dit, oh là là, mais j'ai trop envie de continuer. J'ai trop envie de continuer. Alors, je suis pas du tout à jour dans mes sagas. Je vais vous faire un point saga bientôt. Et je m'étais dit que j'avancerais un petit peu mes services presse, mais en fait, j'ai envie de tout envoyer valdinguer pour lire la suite. Donc, on s'est dit avec Lucie qu'on attendait ce week-end quand même pour avancer chacune dans nos lectures, pour ne pas donner toute la priorité à cette saga et la laisser un petit peu, pouvoir l'apprécier un petit peu plus. Pouvoir l'apprécier un peu plus dans le temps, parce que sinon, ça faisait un petit peu la dévorer avec avidité, ce dont j'ai très très envie. En tout cas, pour moi, c'est un énorme coup de cœur pour l'instant, le tome 1. Si jamais vous êtes intéressé par l'intégrale, alors déjà, ça fait un très beau cadeau de Noël. Je trouve qu'il est tout doré, il est vraiment très beau. Je trouve que ça fait un cadeau de Noël qui est hyper intéressant au niveau du tarif, 35 € pour les 4 livres. Et vraiment, il est tellement bon. Il est beau dehors, il est beau dedans, quoi. Il est génialissime. C'était vraiment une lecture extraordinaire. C'est un coup de cœur. Dans la dernière vidéo, je vous ai présenté un coup de cœur. Je pense que ça va être très très compliqué de départager toutes mes lectures pour mes coups de cœur 2024, parce qu'il y en a eu tellement des biens cette année, je sais pas comment je vais faire. Voilà, c'en est tout pour cette update lecture. En commentaire, n'hésitez pas à me mettre comme d'habitude des petits emojis pour me dire quelle est la lecture qui vous tente le plus. Donc je vais essayer d'attraper les 4. Voilà, on est sur des styles différents, complètement d'ailleurs, complètement différents, mais qui restent quand même 4 très très bonnes lectures. J'ai été vraiment hyper contente de les effectuer. On est sur une parité parfaite, 2 hommes et 2 femmes. D'ailleurs, j'espère pouvoir bientôt vous présenter des vidéos bilan avec un peu sur le format que propose Lucie sur sa chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse ce genre de vidéo, ou si pas forcément, voilà. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!